L'émission Telle est la question, présentée par l'Union européenne, est animée par Luc Nergaro et Stéphanie Armand. Bonjour et bienvenue sur Métropole où nous avons le plaisir de vous retrouver pour notre nouveau rendez-vous mensuel avec Telle est la question. Une émission, comme vous le savez, est dynamique, interactive, où l'on réfléchit sur des sujets profonds, mais importants pour l'avenir d'Haïti. Des sujets que nous essaierons de décrypter ou du moins d'éclairer avec des invités qui maîtrisent le sujet. On le fait à travers des reportages, des interviews, mais aussi un micro-trottoir où on essaie de prendre le pouls sur le sujet qui est discuté. Et aujourd'hui, le sujet de Telle est la question, c'est l'aménagement urbain. Infrastructure, habitation, circulation, assainissement. Comment organiser la ville alors que la croissance démographique est exponentielle, surtout à Port-au-Prince, qui accueille chaque année 130 000 nouveaux migrants, dans une ville qui en compte près de 2 millions et fut conçue pour 200 000. Face à cette croissance mal contrôlée et après le tremblement de terre de 2010, comment faire évoluer la ville ? Telle est la question. Et on le sait, Stéphanie, 8 ans après le séisme, Port-au-Prince est toujours en cours de reconstruction, comme on va le montrer à travers un reportage. Si certains quartiers populaires, souvent les plus touchés, ont pu travailler en communauté à leur reconstruction, notamment à travers le programme PARAC, on va en parler au cours de l'émission, la ville en général reste un grand chantier de projets où beaucoup reste à faire. C'est ce que nous allons aborder à l'émission de ce matin à travers des reportages. Et pour en parler, nous aurons deux invités qui collaborent sur le sujet. Nous accueillons tout d'abord M. Vincent Degère, ambassadeur de l'Union européenne en Haïti. Monsieur l'ambassadeur Vincent Degère, vous êtes le représentant de l'Union européenne en Haïti. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'aménagement urbain. Bonjour Stéphanie, bonjour Luc Ner. Je suis très heureux d'être là sur Radio Métropole avec vous tous ce samedi matin. Très bien, on va entrer dans le sujet, mais avant, allons voir ce qui a changé dans la vie des habitants de certains quartiers. Après le 12 janvier, nous sommes allés promener nos micros dans différents quartiers pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. On va suivre, justement, comme annoncé, le micro-trottoir. Micro-trottoir. Pour une gestion de Fatra, il faut que l'État accompagne nous. Parce que nous-mêmes, moi-même, l'MT délégué, avec l'organisation dans la zone, nous avons fait toutes les démarches qui sont possibles pour nous gérer Fatra. Nous écrivons des projets, mais l'État en soi pas prend responsabilité. Nous écrivons SMCRS, nous disons SMCRS, en nous faisant chaque 2 fois par semaine pour le cabine passer prendre Fatra dans la zone pour permettre que la ville n'arrête pas. SMCS pas même occupé, mais comme si c'est balle m'a tiré en l'air. Nous-mêmes, dans le Fonds national de bâtiments, nous avons besoin. Nous avons besoin d'une belle reconstruction. L'homme n'a pas entré dans la zone pour ne pas avoir morceau tol, parce que c'est une zone qui crase lié, pour ne pas avoir même morceau tol qui était gagné avant 12 janvier, parce que son événement, il crase le frappe tout le monde. Pour nous tourner la Cali, obligé ces petits tol. Exemple, vous regardez bien, car ces petits bouts de tol qui toujours gagné. Tout ça, on regarde ces cailloux. Après le tremblement de terre, là, nous étions dans une zone là qui était dans un état très critique. Mais grâce à l'organisation qui était gagnée dans la zone, nous faisons un pile de marches. Parce que c'est une zone qui était très critique. Exemple, côté de nous camper là, c'était une ravine. Côté à chaque fois, la pluie tombée, la majorité de gens étaient inondés. Et quand nous avons réalisé le projet ça. C'est un projet qui est environ 500 à 577 mètres. Et de longueur. Nous faisons 1002 bords parce que les pas de gami, c'est nous-mêmes qui venons avec Mio. Et puis il y a quelques petits passerelles qui étaient en bois et puis qui étaient en béton tout mal. Et vraiment c'est nous-mêmes qui réalisons. Et puis toute zone tout est presque enterré là-dessus. Okay. Ça veut dire pas de gain à faire que zone bétonnée depuis la pluie tombée, toute zone est impraticable. Mais kounya là avec si pour nous l'autre ONG tout, vraiment nous réaliser tout barre ça yo. Au qu'on a ici lui-même ba négocier courant, ils font quand même toujours gain courant. De l'eau potable, pas rien ba ça. Yo te vinn faire ba dîner pas, mais nous de l'eau dans télévision, de l'eau potable, nous dans la télévision. Alors on voit que finalement, quels que soient les quartiers, les problèmes sont un petit peu les mêmes, mais avec dans certains quartiers des reconstructions qui se sont faites, dans d'autres des problèmes qui sont communs à toute la ville. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Écoutez, je crois que d'abord la première chose qu'il fallait faire après le tremblement de terre, c'était l'intervention d'urgence. Donc c'est ce qu'on a essayé de réaliser à travers notre programme ECO, d'apporter un toit, un abri provisoire en tout cas pour les populations. Et après, il fallait effectivement passer la phase de reconstruction. Alors il y a deux façons de reconstruire. Soit on reconstruisait les maisons, si je puis dire, rapidement, soit il fallait repenser, entre guillemets, le quartier, l'aménagement, la vie dans ce quartier. C'est ce qu'on a essayé de faire justement à travers ce programme, qui vise justement à ce que les citoyens qui vivent dans ce quartier s'approprient l'espace et définissent l'espace qu'ils veulent reconstruire. Et comment est-ce qu'ils veulent le reconstruire. Pas juste leur maison individuelle, si je puis dire, mais l'ensemble de l'espace, y compris public, dans ce contexte-là. On parle du programme voilà, PARAC. PARAC, tout à fait. PARAC qui a donc été mis en œuvre à partir de 2012 jusqu'à 2017, ou plutôt 2011-2016, enfin en tout cas pendant 5 ans. Il est toujours quelque part en cours, donc d'accord. Quelques prolongations de chantier, mais on espère l'amener à terme cette année, effectivement. Donc l'Union européenne a été le principal bailleur de ce programme qui a duré 5 ans et qui, comme vous l'expliquiez, concernait la reconstruction, mais pas seulement celle des maisons, la reconstruction des gens aussi, en partenariat avec le gouvernement. Tout à fait, il fallait associer l'ensemble des parties prenantes et mettre chacun face à ses responsabilités, si je puis dire, dans ce contexte-là. Donc c'était ça aussi l'idée de la démarche. Donc une démarche où ce n'est pas l'autorité qui décide de ce qu'il faut faire, l'autorité dialogue d'abord avec les habitants du quartier, s'engage avec eux, définit un plan d'aménagement, de reconstruction du quartier, quels sont les besoins en eau, on en parlait, justement l'eau c'est toujours un problème, l'aménagement des ravines, effectivement, qui est un autre source de risque, on va dire, dans ce contexte-là. Il fallait aussi penser aux corridors. Les corridors, quand vous promenez dans les quartiers, souvent c'est juste un sentier, et quand il pleut, on sait ce que ça signifie. Donc, il fallait aménager ces corridors, leur mettre du goudron, le bétonner quelque part pour leur permettre un accès plus facile. L'éclairage public. Quand on parle de sécurité dans les quartiers, mais il faut penser aussi à l'éclairage. Voilà, il y a tous ces éléments qui doivent être mis dans une approche intégrée, comme on dit, une approche globale, qui nous permettent effectivement de répondre aux besoins de la population, aux besoins de vie et d'aménagement dans un quartier où il fait bon vivre, où on se l'approprie, on est content d'y habiter, on y met de la couleur aussi parfois, donc on a aussi des expériences où effectivement les communautés de quartier ont elles-mêmes participé, ont elles-mêmes embelli, si je puis dire, l'espace, soit avec des plantes vertes, soit avec des carrelages de couleurs, ou en repeignant les maisons dans des couleurs un peu chatoyantes, c'est ce qui est important, pour que les gens se sentent effectivement bien et mieux dans ces quartiers. L'autre aspect, et là c'est un petit peu plus compliqué, c'était aussi de faire en sorte que ces habitations soient des habitations sécurisées. Parce qu'on sort d'un drame, effectivement, un drame qui est là parce que, aussi en partie, on n'a pas pris la dimension du risque et on n'a pas aménagé ces habitations par rapport à ce risque. Donc il ne faut pas reproduire la même erreur une deuxième fois, si je puis dire. Et donc l'idée, effectivement, c'était, à travers le PARAC également, de reconstruire aux normes anti-sismiques, évidemment, dans ce contexte-là, avec tout un effort qui a été fait aussi vis-à-vis des professionnels de la construction. Donc les boss maçons, les boss charpentiers, les boss électriciens, etc., je crois que plus de 1300 d'entre eux, ont été formés à travers ce programme pour qu'eux-mêmes reconstruisent convenablement, si je puis dire, ces habitations. On va avoir quelques images ? Justement, on parle du programme PARAC et pourquoi ne pas visionner quelques images tirées d'un documentaire qui a été produit sur ce programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement de quartiers financés par l'Union européenne. Haïti, sans cesse en mouvement, à la démographie et à l'urbanisation galopante. Le 12 janvier 2010 a révélé les failles d'une ville anarchique et tentaculaire. Dans ce contexte fourmillant et désordonné, est-ce qu'un nouvel environnement peut offrir une nouvelle dignité, proposer un autre avenir ? De 2012 à 2017, le programme PARAC de l'Union européenne a appuyé les institutions publiques haïtiennes dans la réhabilitation post-séisme de 10 quartiers vulnérables, 8 dans la capitale et 2 à Petit-Goâve. La particularité du programme PARAC, un petit peu la différence peut-être d'autres programmes et aussi notre valeur ajoutée,
Ce n'est pas seulement un projet de reconstruction de logements après le séisme, mais c'est aussi une approche intégrée, avoir une vision du quartier dans son ensemble, face avec toutes ces difficultés, que ce soit l'accès à l'électricité, la mobilité. Et c'est vraiment la particularité de notre programme, avoir une vision intégrée, une approche intégrée de la reconstruction. La reconstruction ne concerne pas seulement les logements, mais tous les éléments de la vie du quartier. De la sécurité à la qualité de vie en passant par la mobilité ou l'accès aux services de base par exemple. Et pour choisir les secteurs d'intervention les plus urgents, le PARAC a ouvert une large consultation des résidents. Voilà, on a eu des images, donc on comprend que le programme était important pour certains quartiers. On a eu des témoignages. On va essayer de voir avec l'ambassadeur et une zone type, là où le programme a fait son travail et les gens sont satisfaits. Mais avant, c'est vrai qu'il y a cette satisfaction chez les bénéficiaires. Mais est-ce que le programme n'a pas fait face à certaines critiques? En ce sens, ces genres d'activités sont considérés comme des pansements sur les plaies. Après le 12 janvier, c'était l'occasion de vraiment reconstruire le pays, mais pas faire des activités juste pour aller vite. Est-ce que vous avez eu ce type de critiques pour le programme? Non, parce que je crois que notre ambition, c'était pas de reconstruire toute la ville de Port-au-Prince. Notre ambition, je crois, avant tout, c'était de rentrer dans ces quartiers, quelque part. Parce que je crois que la puissance publique en était un petit peu retirée, si vous voulez, de ce point de vue-là. Donc l'idée, effectivement, c'était de rentrer dans ces quartiers, de réinstaurer un dialogue entre les autorités publiques et les habitants du quartier et de les faire travailler ensemble. Je crois que c'était ça un petit peu le fondement, et d'avoir une méthode qu'on allait, on parlera peut-être tout à l'heure, qu'on allait essayer ensuite de pouvoir transposer de manière plus globale et plus générale. Donc pour ça, il fallait y aller pas à pas, et c'est ce qu'on a essayé de faire. J'ai parlé tout à l'heure de la formation aussi des professionnels. Est-ce qu'ensuite, toutes les maisons étaient reconstruites conformément à ces normes, à ces règles ? Probablement pas, soyons francs. Je veux dire, nous, on l'a fait effectivement dans un certain nombre de quartiers, donc celles qui ont été construites par nous, on sait qu'elles sont conformes aux normes. Maintenant, après ça, ce n'est pas notre responsabilité à nous, c'est la responsabilité des autorités publiques. Qui délivre les permis de construire? Ce n'est pas l'Union européenne qui délivre les permis de construire dans les quartiers, c'est les mairies qui ont cette responsabilité avec le ministère des Travaux publics. Donc c'est à ces institutions-là d'assumer leurs responsabilités. Lorsqu'elles donnent un permis, elles doivent faire des contrôles, elles doivent faire des vérifications, s'assurer que les normes soient respectées, etc. Qu'on ne donne pas des permis de construire dans des zones qui sont dangereuses, inondables ou à risque d'éboulement, etc. Donc ça, c'était ça un petit peu, je crois, l'idée qui était derrière toute cette démarche. Ensuite, on a fait des choses extrêmement concrètes quand même. Oui, on a parlé tout à l'heure. Très en amont et en aval, en allant dans la formation aussi, c'est quelque chose de pérenne qui peut se transmettre et aller au-delà des quartiers. Et puis aussi de créer de l'activité économique. Donc de créer de l'emploi. Donc on a ces gens qui ont été formés ont ensuite pu trouver, effectivement, continuer à exercer leur métier et leur profession. On a créé des boulangeries, des quartiers, des laveries, etc. Donc il y a eu toute une animation économique, création d'entreprises autour de ça, parce que il faut vivre dans le quartier, il faut aussi gagner de l'argent, il faut vivre, et ça fait partie du processus. On parlait de zone type, Stéphanie, et là, vous avez été à Gravine. Oui. Quartier difficile, on le sait. Oui, bon écoutez, moi j'y étais, c'était pour clôturer notre projet justement, c'était 10 jours après l'incident, lorsqu'il y avait des policiers qui avaient été tués, il y avait eu 9 autres personnes également qui avaient été tuées dans ce contexte-là, de cet incident qui s'était déroulé dans le quartier. Moi j'y étais, j'étais dans un quartier, j'étais très bien accueilli d'abord par la population. On avait travaillé avec les organismes communautaires de base, donc c'est eux qui nous ont accueillis, reçus, et ils m'ont fait visiter tout le quartier. Donc je me suis promené à pied dans l'ensemble du quartier. Donc on a pu voir effectivement les corridors qui avaient été réaménagés, on a pu voir les ponts sur les ravines, parce qu'il y a aussi un autre aspect, c'est de connecter les quartiers. La mobilité, pour permettre aux quartiers effectivement de dialoguer entre eux aussi de ce point de vue-là, donc d'avoir des ponts sur les ravines évidemment réaménagées,
Alors c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, et ça m'est arrivé à Grand Ravine, on est allé au bout de la ravine, et les gens m'ont dit oui mais maintenant il faudrait continuer, parce qu'entre-temps on a construit d'autres maisons plus haut, toujours sur des terrains de plus en plus pentus, et on disait oui il faudrait qu'on continue effectivement à réaménager cette ravine. Alors je ne sais pas si on le fera, peut-être dans un autre programme, avec d'autres moyens, ou l'État le fera, je ne sais pas, quelqu'un... Mais en tout cas, ce qui était important, c'était d'avoir cette méthode, d'avoir cet accueil, d'avoir cette appropriation par les organismes de base et les citoyens eux-mêmes de ce processus, et de pouvoir effectivement faire vivre ces quartiers dans des conditions normales, je dirais, de vie et d'aménagement. Donc les gens de la zone ont participé. Vous n'êtes pas venus imposer une réalité. C'est avec la communauté que vous avez... Et pas seulement, bien sûr, avec les autorités aussi. Bien sûr. Je crois que là, c'est quand même une nouvelle approche de la coopération en général, non? Tout à fait. Ce que je dis, c'était effectivement de créer ce lien entre le public et le citoyen, si je puis dire. C'est un lien qui est parfois difficile en Haïti. L'autorité publique et le citoyen, enfin le public au sens large, si vous voulez, de ce point de vue-là. Parce qu'il y a parfois, quand on regarde les taux de participation aux élections, on constate qu'il y a un désamour, je veux dire, quelque part, entre les citoyens et le public. Donc là, c'est une manière de restaurer un peu ce lien entre ces deux partenaires et de les faire collaborer et travailler ensemble. Il y a souvent une méfiance, un doute, une inquiétude par rapport au public lorsqu'il vient dans le quartier. Même quand on vient reconstruire, même quand on vient après une catastrophe... Ben non, il y a quand même un état de grâce un peu. Il y a eu toute une phase d'explication qui était assez longue, effectivement, pour dépasser cette méfiance première, on va dire, de ce point de vue-là, d'engager le dialogue et d'aller dans le concret ensuite. Voilà, ça c'est votre quartier, voilà l'espace, comment est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et on a commencé à dialoguer. Il y a même des cas, c'était à Martissant, je pense, où on avait effectivement dû élargir la route. Élargir la route, ça veut dire casser aussi des maisons qui étaient sur les côtés. Donc il fallait, on ne pouvait pas le faire autoritairement, exproprier, c'était pas ça la démarche. C'était effectivement de dialoguer avec les habitants de ces maisons, leur expliquer, voilà, pour que le quartier vive mieux, pour que vous viviez mieux, et les autres habitants aussi, il faut élargir la route, c'est essentiel. Et ils l'ont accepté, et on a pu effectivement élargir la route sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait de rame, entre guillemets, personnelle des uns et des autres. Évidemment, on leur a donné des compensations pour qu'ils puissent aller agrandir la maison par l'arrière, etc. En général, donc on a trouvé des solutions et des formules. On a pu créer le lavoir, c'est aussi un lieu de vie où les gens vont se rencontrer, etc. Effectivement, ils ont pu effectivement se retrouver là-bas. On a vu dans le reportage aussi un petit enfant là, qui disait moi je joue au foot. Aussi il y avait des espaces de jeu, parce que le quartier c'est aussi une vie, une animation, donc il faut aussi prévoir des espaces de vie, de jeu, où on peut se retrouver pour jouer au foot, pour faire un concert, pour dialoguer tout simplement entre habitants. Parac, c'était tout ça. Maintenant, en termes de suivi, vous avez planté la graine, est-ce que vous vous assurez que ça demeure dans les quartiers? On a la suite dans les idées, vous savez, quand même, dans ce qu'on fait. Donc, non, mais on voulait d'abord, je crois, tester la méthode, de voir effectivement si elle fonctionnait, si elle apportait des résultats. Et je pense que toutes les évaluations qu'on a faites le démontrent. Effectivement, on a engagé, je crois, plus de 95% de nos fonds ont été engagés à ce jour. Donc, on va probablement arriver presque à 100% lorsqu'on aura finalisé complètement le programme. Donc, de ce point de vue-là, bon, ça, c'est un point de vue absorption financière, mais je dirais en termes de résultats aussi, quand on voit effectivement les 11 km et demi, je pense, de corridors et de ravines qui ont été aménagés dans l'ensemble de la zone, les 170 000 personnes dont vous parliez tout à l'heure, qui ont bénéficié effectivement du programme, les 1300 professionnels, etc. Donc quand on regarde tous ces résultats, on se rend compte effectivement qu'il y a eu un impact effectivement dans ces quartiers. Et quand vous y allez aujourd'hui, vous verrez effectivement que on vit bien dans cet espace et que les gens se sont bien réappropriés. J'ai un autre cas, c'est au Turgeau, il y a effectivement cette source aussi qu'on a voulu aménager et protéger. Vous voyez, l'eau c'est important, effectivement, il faut la protéger également. Alors, on a réussi dans une certaine proportion, puisque là, il y a une grotte qui est un peu aussi une grotte, je ne vais pas dire mystique, mais qui a une valeur religieuse, effectivement, à la fois catholique et vaudou de ce côté-là. Donc là, on a voulu protéger cet espace, l'aménager, effectivement, pour qu'on puisse aussi, dans ce quartier, continuer à exercer à la fois ses croyances et de l'autre côté, continuer à bénéficier de l'eau qui est là. Alors, quand je dis qu'on n'a pas tout à fait réussi, c'est parce que quand je regarde en surplomb de
de la source. On a voulu faire un espace protégé pour éviter que la pollution ne vienne s'infiltrer, si je puis dire, et s'infiltrer dans l'eau aussi par ce biais-là. Bon, là, c'est plus difficile parce que quand je regarde, on a bien un grillage, mais je regarde au-dessus du grillage, on lance facilement du fatras, des bouteilles et autres par-dessus. Donc, il y a des choses, bon, mais ça, c'est un autre débat. Enfin, on va peut-être y venir tout à l'heure. C'est effectivement la question environnementale qui est centrale aussi ici, à Port-au-Prince et dans le pays en général. Tous les acteurs sont importants et les autorités aussi. Justement. Les autorités et les citoyens. Enfin, moi, je pense qu'il y a un phénomène aussi à la fois de responsabilité effectivement des autorités qui doivent l'assumer. Il y a aussi une fonction citoyenne de chacun. Hein. On peut moins polluer si on décide de le faire. Hein. Ça, je crois que chacun peut faire un effort par rapport à ça. Ça, c'est un problème d'éducation. Il faut une sensibilisation sur la question. Sensibilisation, éducation, démonstration, alternative. Donc on peut dire qu'il y a des succès atteints, objectifs atteints, et aujourd'hui, PARAC, c'était un projet, l'Union européenne et la coopération au niveau de la ville se transforment avec un autre projet. Tout à fait. Ça continue. Ça continue. On a un gros projet qui a mis un temps de maturation assez long quand même, parce qu'on voulait, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas là pour imposer des choses, ce n'est pas notre philosophie de présence ou de développement, c'est justement au contraire de travailler avec les acteurs, avec les autorités. Pour revenir sur le PARAC, juste pour dire un mot, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, on a voulu travailler avec des acteurs de terrain. Donc effectivement, il y avait des maîtres d'œuvre ou d'ouvrage qui étaient là pour faire effectivement les travaux. Ils l'ont fait d'abord en bonne intelligence avec les mairies. Donc les mairies ont été à bord dans le processus. L'UCLBP pour les bâtiments édifices publics, par exemple, la DINEPA pour tout ce qui était des questions d'adduction d'eau, le ministère des Travaux publics, effectivement, aussi partie prenante dans le processus. Et le maître d'œuvre, c'était en général, alors je sais qu'on n'aime pas que je dise ça ici, mais c'est une ONG, voilà, donc, alors, soit haïtienne, Focal, par exemple, qui était un de nos partenaires et qui a déjà beaucoup travaillé sur Martissant, sur les jardins, etc. Donc, voilà, ils ont fait beaucoup de choses excellentes là-dessus. Donc, on a voulu travailler avec eux et eux ont mis en musique, si je puis dire, ce rapport entre, comme je disais tout à l'heure, le citoyen. Ça a été long de dialoguer, de se mettre d'accord sur un plan. Et une fois qu'on avait un plan, c'était de passer à la phase de mise en œuvre proprement dite. 10 quartiers comme ça ont été réaménagés. Enfin, 10 espaces de quartiers ont pu être réaménagés. 8 à Port-au-Prince et 2 à Petit-Goâve, qui avait été aussi touché par le séisme. Alors voilà, donc cette méthode, maintenant, on veut l'étendre, on veut passer du quartier à la ville. C'est ça le défi, quelque part. C'est un défi important. Avec PARAC, c'était quand même 74 500 000 €. Oui. Et là, on va voir du quartier à la ville, qu'est-ce que ça va donner? Et là, on parle de Urbaïti. Alors, on va parler d'un prochain dossier, mais on va accueillir pour cela une invitée. Et avant ça, faire une petite pause musicale. Ah oui. Dans la ville, bien sûr. On parle de quoi? On parle de urbanisation, on va voir Blocus? Voilà, oui, la circulation, gros problème. Yo, Fantôme, Juanito, yes. Koto est là, mais. Non, Blocus, mais exact touch, n'a fini tout à l'heure. Tout le monde le sait, en Haïti qu'on s'allie. Blocus qu'on fait, yon rendez-vous c'est qui raté. Ou nan machine, c'est un coup tape marché à pied. Ou à faire gros sang, ou paraît en ville pour éclater. Ou prend ses sauts, pas bien place faut obligé camper. Si soleil chaud, bah bon menti soit ou à pouler. Ou à pas menti, du pas loin font y patienter. Nan téléphone, mon pas capable localiser. Ligne nan marché, les soins commencer soulager. Li réconfait sous chauffeur ou envie foncer. Les petites machines parce que c'est gaz qui a coulé. Li pas diesel nan machine nan pour le faire voler. Mes amis, moi nan Blocus. Haïti c'est un petit pays Blocus. Mes amis, moi nan Blocus. Haïti c'est un petit pays Blocus. Blocus, moi nan Blocus. Blocus, cadran bon Blocus. Blocus, moi nan Blocus. Blocus, cadran bon Blocus. Ou dit chauffeur, pour qu'il pas faire ou découper. Madame ça dit, li pas bon pour lui en aller. Yon monde rivé, li dit merci ou contrarié. Li boit pile temps, c'est Nangola, j'en l'a payé. Pour le déplacer, lumière rouge bien temps affiché. C'est yon l'autre pause,
volontaire, faut cliquer camper. Ou réfléchir, cette fois-ci, ou envie prendre la pied. Mais pas facile, se met un long en pile marché. L'émission Telle est la question, présentée par l'Union européenne, est animée par Luc Nergaro et Stéphanie Armand. Blocus avec Juanito, un sujet qui tombe à point, puisqu'on parle urbanisation, on parle ville et embouteillage. Hein, ça fait partie du décor, on le sait, on va en parler. Avec notre nouvelle invitée, Rose Méguignard, du SIAT. Justement, Stéphanie, on va recevoir Rose Méguignard qui est au SIAT, qui est responsable de l'unité urbanisme et habitat. Elle est au SIAT depuis 2010 et elle se fera un plaisir ce matin de nous parler du SIAT, notamment avant d'aborder le sujet Urbaïti. Bon, le SIAT, c'est le comité interministériel d'aménagement du territoire. C'est un comité présidé par le Premier ministre et composé de 6 ministres des travaux publics, de l'intérieur et des collectivités territoriales, des finances, de la planification, de l'environnement et de l'agriculture. Le SIAT, son rôle, c'est vraiment de coordonner, d'harmoniser, de trouver la cohérence dans les actions publiques, dans tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire. Et dans l'arrêté qui a créé le SIAT, on définit ce que c'est. C'est l'aménagement du territoire à proprement parler, donc le développement régional, économique. C'est l'urbanisme, c'est les questions d'habitat, c'est les questions de gestion de bassins versants, gestion des ressources en eau, de l'assainissement et toutes les réformes institutionnelles, notamment sur le foncier et les lois, les réaménagements d'organisations et d'agences nécessaires pour qu'on ait un meilleur aménagement du territoire. Est-ce qu'on a avancé depuis 2010 ? Vous êtes rentré en 2010 ? Beaucoup d'avancées. Je dois vous dire que bon, dans les domaines que moi je dirige, Urbanisme et Habitat, il y a des choses qui se font maintenant différemment. Il y a un recueil, une compilation de lois d'urbanisme qui est disponible pour tous les professionnels. Il y a, au niveau du foncier, on a monté un grand programme foncier pour reprendre toute la méthodologie sur comment faire un cadastre et on est en train de progresser. La commune de Campérin, par exemple, a son cadastre fait et la méthode pour le faire. Il y a beaucoup de notes techniques qui sortent du SIAT, que ce soit sur les questions de comment on fait un schéma d'aménagement pour un quartier, comment on valide un schéma d'aménagement, comment on pense à une politique nationale pour la gestion des bassins versants, par exemple. Alors, le SIAT n'impose pas, le SIAT ne met pas en œuvre, le SIAT réfléchit et propose. C'est ce qu'on doit comprendre. Le SIAT impulse. Okay. Le SIAT travaille en collaboration entre tous les ministères du SIAT. Le SIAT impulse une action qui est une action qui peut-être répond plus aux normes environnementales. Le SIAT identifie des problèmes, le SIAT trouve des solutions et le SIAT trouve les moyens pour la mettre en œuvre, pour mettre en œuvre ces solutions. Le SIAT existe depuis 2009, janvier 2009. D'accord, donc juste avant le tremblement de terre. Et vous avez beaucoup de travail, parce que tout ce que vous avez énoncé est quand même énorme. Alors le SIAT est le comité de pilotage du programme Urbaïti. Alors vous travaillez donc ensemble. Vous représentez dans ce cas effectivement l'autorité locale, l'autorité institutionnelle. On va peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet d'Urbaïti, faire un petit tour dans Port-au-Prince. Pour comprendre la réalité. Ah oui. Dans la ville de Port-au-Prince, entre immeubles intacts et ruines ou terrains vagues, les rues sont prises d'assaut par tous, à la guise de chacun, voitures, motocyclettes, brouettes. Piétons et marchands se disputent les trottoirs et sur la chaussée réduite, les marcheurs tentent de circuler aux côtés des automobilistes. Fatras, absence de toilettes publiques, bouches d'égout à ciel ouvert, la ville regorge de périls et d'indiscipline dans ce qui semble être l'indifférence générale. Même en arrivant au bicentenaire, la ville autrefois bien tracée donne l'impression d'un plan désorganisé où la circulation semble anarchique. Au bout de ce boulevard, qui fut autrefois une promenade familiale et prestigieuse, le cloaque de la Ravine Bois de Chêne. Là, nous sommes aux portes du Théâtre National et la scène est désolante. Des tonnes de déchets forment une marée noire et nauséabonde sur des centaines de mètres. Recueil outrageux des fatras de toutes les rues en amont, monstres prêts à se jeter dans la mer. Au carrefour suivant, point névralgique de la ville, le portail Léogane, carrefour informel des transports entre la capitale et la province.
Retour vers le Champ de Mars, derrière les grilles, point de palais. Mais la cité administrative commence à prendre forme. C'est le cas de certains bâtiments, mais d'autres sont encore en voie d'achèvement. Malgré la livraison progressive de certains ministères, le Champ de Mars reste en chantier. On a traversé Port-au-Prince et vous l'aurez compris, ce sont des images qui parlent. Ces images, on parle de gestion de la circulation, axes de mobilité, assainissement, espace public et éclairage, édifices publics. Aménager la ville, c'est un travail colossal. Maintenant, par quoi devrait-on commencer? Bon, aménager la ville, c'est colossal, mais c'est pas compliqué et c'est pas quelque chose qu'on peut pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il faut départager. Il faut voir l'espace, comment l'espace est organisé, et puis il faut voir aussi les usages qu'on fait de ces espaces-là. Moi, j'ai tendance à dire que le problème qu'on a à Port-au-Prince, principalement à Port-au-Prince, c'est sur la gestion des usages de l'espace. Donc, on peut rentrer là-dedans en deuxième partie. En première partie, pour Port-au-Prince, bon, on l'a dit en début d'émission, c'est une ville qui avait été conçue pour 200 000, 500 000, ça allait. Maintenant, on est à près de 3,5 millions de personnes qui circulent dans cette grande région métropolitaine. Les équipements, ce sont des équipements qui datent. La dernière fois qu'on avait réfléchi systématiquement à cette métropole et qu'on avait commencé à faire des travaux d'infrastructure, c'est fin des années 80. Donc ça veut dire qu'on a un grand décalage entre les besoins et ce qui est disponible. Donc il faut, au niveau de repenser la ville, maintenant que la région métropolitaine commence à Carrefour du Fort et elle finit quelque part entre Cabaret et Arcahaie, certains disent bon oui, il faut vraiment qu'on réfléchisse comment on circule dans cette métropole, réfléchisse à quelle route, quelle voie, est-ce que c'est toujours la voiture, est-ce qu'il nous faut quelque chose autre que la voiture? Il y a beaucoup de propositions pour un service maritime, pour un train, on avait eu un train. Et donc il faut vraiment réfléchir aux questions d'infrastructure. Il faut aussi réfléchir comment on vit. Par exemple, ce que nous avons vu dans nos travaux au secrétariat technique du SIAT, on a regardé les plans. En fait, on avait des marchés beaucoup plus grands il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché Croix des Bossales, l'emplacement, l'espace du marché Croix des Bossales, malgré qu'on ait maintenant 3,5 millions d'habitants, elle a toujours la même fonction et c'est toujours le même espace. On peut très clairement voir qu'on a besoin de plus d'équipements marchands pour que cette ville puisse fonctionner. Donc il y a un travail à faire systématiquement sur la commune de Port-au-Prince, sur ses communes avoisinantes, sur toute la métropole, de voir qu'est-ce qu'il faut restructurer, reagencer. Ça, c'est le travail de l'urbanisme. Maintenant, j'allais vous dire, vous êtes du SIAT, mais au niveau du secrétaire technique, vous l'avez dit, ces réflexions sont produites, elles sont là. On en fait quoi? Bon, elles sont approuvées par nos chefs, donc les ministères du SIAT. Donc il y a tout un processus où le SIAT valide certaines propositions. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Et c'est là aussi que c'est le travail difficile. Trouver la solution, réfléchir techniquement à la solution, ça se fait. Maintenant, trouver les moyens pour faire bouger les lignes chez les gens qui doivent porter certains dossiers, c'est là que c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on rentre très rapidement dans des questions de façon de faire, de pratiques administratives. Un ministère, ils ont toujours fait comme ABCD. Maintenant, on leur demande de bouger les lignes un peu. Donc, c'est presque un travail de changement culturel, de la culture de l'administration qu'on demande de faire. Donc, ça, c'est une réalité. Il y a une autre réalité de qu'est-ce qui est disponible en termes de financement pour mener l'action. Et ça, c'est un plaidoyer qui doit se faire en interne chez nous, au sein du gouvernement. Mais c'est aussi toute une réflexion sur comment trouver la bonne pratique de financement de ces grands projets ou de ces projets d'infrastructure, vu la réalité économique dans laquelle on vit. Alors c'est là peut-être que Urbaïti intervient, puisque c'est un programme qui prévoit 53 millions d'euros
Et donc, comment est-ce que comment ça fonctionne justement? Comment est-ce que la coopération internationale et notamment l'Union européenne peuvent aider à travers Urbaïti le gouvernement, et donc j'en parle au comité de pilotage, à faire évoluer cette ville? Bon, nous... Ça suffira peut-être pas. Ça suffira peut-être pas, mais on va mettre des bases d'une façon de travailler différemment qui peut être beaucoup plus porteuse dans le futur. Donc la chose que je tiens à dire, que c'est pas un programme Bayer, c'est un programme qui a été vraiment pensé et ça a pris 3 ans de préparation et de réunion par tous les acteurs publics, non seulement au niveau de l'État national, mais également avec les municipalités, puis toute la panoplie d'organisations de la société civile qui ont mené à ce qu'on a aujourd'hui comme Urbaïti, qui a une approche qui a 2 volets. Un premier volet, c'est faire un projet intégré sur 3 villes, Port-au-Prince, Caille et Jérémie. Et le deuxième volet, c'est de pouvoir répondre au niveau de politique, une nouvelle stratégie pour comment on va faire, que va-t-on faire de nos villes dans le futur. Et ça, c'est la politique urbaine nationale et c'est un chantier que le secrétariat technique du SIAT commence déjà à mener. Très bien. Là, vous l'avez dit, c'est un programme Bayer, c'est un programme des autorités haïtiennes supporté par l'international. Donc, l'Union européenne qui met 53 millions d'euros, c'est parce que vous y croyez? Écoutez, on y croit, oui, parce que, comme je dis, on a une autre expérience précédente avec notre programme PARAC. Alors, c'est vrai que c'est au niveau de l'échelle du quartier, pas chez l'échelle de la ville, c'est un autre défi, une autre dimension importante. Moi, j'aimais bien le petit film qu'on a vu qui démontrait effectivement tout le défi, finalement. Parce qu'on voit tout. On voit les infrastructures, on voit... moi, je sais, quand je vais avec des visiteurs voir le Premier ministre, on traverse cette rue-là qui va jusque vers le bicentenaire, là, vers le bureau du Premier ministre. C'est pour mes visiteurs, c'est toujours un choc. Je peux vous le dire, on peut parler franchement, je crois, autour de cette table. On passe, le Palais national est par terre, il n'est pas reconstruit, la cathédrale c'est pareil, mais bon, ça c'est les bâtiments publics, mais surtout tous les bâtiments privés là, à part peut-être la BRH qui a ce superbe bâtiment, mais à part ça, tout ce qu'il y a autour, c'est à l'abandon. Enfin, je veux dire, c'est pas reconstruit, et on se trouve 8 ans après le tremblement de terre. Donc je crois qu'il y a une vraie interpellation, je voudrais derrière ce programme aussi, de dire il faut changer l'image. C'est pas possible que ce centre-ville qui était tellement beau, on va dire, avant ce désastre du tremblement de terre, c'est qu'on le laisse dans cette situation-là. Donc il faut effectivement repenser, comme disait Rosemay tout à l'heure, toute la politique de la ville, aussi parce qu'il y a cet exode rural qui existe. Aujourd'hui, la typologie a complètement changé. La majorité de la population haïtienne vit dans des centres urbains, à commencer par Port-au-Prince, évidemment. Donc il faut mettre en place cette politique de la ville et cette réflexion sur la ville. Or, elle n'est pas encore aboutie complètement aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut effectivement faire le dernier mile, si je puis dire, pour arriver à cette politique de la ville, à la concevoir complètement. Ensuite, il va falloir passer à un stade de planification. Et comme Rosemay disait tout à l'heure, ça va concerner le centre-ville de Port-au-Prince. Pourquoi ? Parce que ce centre-ville, il focalise toutes les fragilités et tous les défis, quelque part. Transport, on l'a dit, est-ce qu'on ne peut pas mieux utiliser la mer? D'ailleurs, moi je suis toujours surpris, il me parle toujours d'autoroutes qui vont faire le tour par les Mornes, etc. Je dis, mais il y a une autoroute qui existe, qui est là, et qu'on n'utilise pas. Donc c'est la mer. Prend en compte cette je sais, on verra, c'est la planification qui le dira, c'est pas à nous de décider. Je crois qu'on va faire l'exercice de planification tout à l'heure, mais bon, il y a les moi je parlais surtout des transports, il y a on passe par Bois-de-Chêne toujours aussi. En sortant de chez le Premier ministre, on passe un peu plus loin, on arrive sur Bois-de-Chêne. Pour mes visiteurs, c'est aussi un choc quand on arrive, qu'on voit cette montagne de boîtes à manger qui est là, boîtes à manger qui sont interdites depuis 2014. Là, effectivement, ça interpelle. Ça interpelle et ça choque. Donc on voit bien le traitement des déchets. 6000 tonnes par jour de déchets produits, moins de 30% qui est collecté.
Moi, je suis plongeur sous-marin, je peux vous dire, effectivement, quand je vais un peu plus loin dans la mer, mais je retrouve effectivement ce qu'on n'a pas collecté sur Terre. Et c'est un désastre, parce que il y a un patrimoine aussi haïtien sous l'eau qui est magnifique, qui est merveilleux, et qu'il faut essayer de protéger. Donc on a tous ces défis. On a le défi de la pauvreté en centre-ville ici. On a même aussi la question de l'eau, qui est là aussi au centre-ville, avec parfois des éruptions de choléra aussi, ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça aussi, des foyers qui se sont développés. Donc il y a là, tous ces défis sont concentrés, si je puis dire, dans cet espace qui est le centre nerveux, politique, historique du pays, quelque part, des choses comme ça. On ne peut pas parler il faut tous s'en occuper. Mais on va justement aller faire un petit tour du côté de l'assainissement, qui est un des volets d'Urba Haïti. Et donc, on est allé voir à la mairie de Port-au-Prince, et on a aussi posé la question à un député de la capitale pour savoir qui s'occupe des fatras. À la mairie de Port-au-Prince, les autorités locales sont à pied d'œuvre sur l'élaboration d'un projet d'assainissement. La situation dégradée rend le travail colossal et la mairie n'est pas la seule dans le combat. À ses côtés se place le SMCRS, Service métropolitain de résidus solides. Selon la Constitution 87, là, gestion FATRA pas sous responsabilité de la mairie. Bon, culturellement, nous levons avec l'idée que gestion FATRA sous compte la mairie, parce qu'avant 87, c'était justement la commune qui était conduite FATRA. Mais après, nous avons gagné. Alors, depuis 83, nous avons gagné une institution qui est le SMCRS. Le li créé, il a dénommé institution spécialisée dans la gestion des déchets. Étant donné que magistrat est aussi au cap gérer ville là, il a parlé de cause de FATRA, bon, il a pointé la mairie. Il senti nécessité pour lui-même par rapport à la faiblesse SMCRS, il prend travail ça en main ou du moins se fait dans la mesure qu'il est capable. Et je veux dire là, c'est pas seulement au niveau des zones métropolitaines, non, et qui fait face à la situation d'insalubrité en 17 les pays. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés, l'année dernière, nous avons voté un projet de loi qui visait à étendre SMCRS sur tout l'étendue du territoire. Côté que, je veux dire là, nous avons un SMCRS qui occupe seulement des assainissements zones métropolitaines. Mais par rapport avec l'insalubrité qui gagne à travers les pays, donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous avons voté le projet de loi ça, qui gagne pour rejoindre le Sénat de la République et après ça pour rejoindre l'exécutif pour publication dans les journaux monétaires pour permettre que SMCRS là, au lieu, je dis là, au lieu que nous ayons SMCRS, pour nous ayons SNCRS qui pour le service national qui a prouvé les pays et les ça nous croit que problème FATRA qui gagne à travers de toutes zones métropolitaines qui gagne dans tout pays. Donc c'est un minimum qui va l'offrir à nous-mêmes pour que nous soyons capables d'inclure toute autorité municipale. Vous suivez l'émission, telle est la question, et ce matin nous avons deux invités, le représentant de l'Union européenne en Haïti, l'ambassadeur Vincent Degère, et la responsable de l'unité urbanisme et habitat au niveau de secrétariat technique du SIAT, Rosemée Guignard. Stéphanie. Voilà, et on vient de voir un petit reportage, une interview du responsable de communication de la mairie de Port-au-Prince, qui s'appelle Alwitch Joly, et nous avons ensuite suivi les propos du parlementaire Printemps Bélisaire, qui est député de la 2e circonscription de Port-au-Prince. Et on parle Alors, FATRA. voilà, Rosemée, vous allez sûrement réagir à ce vaste problème. Bon, moi je pense qu'il faut qu'on mette les bases, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises par les gens, notamment au niveau de la loi. Un petit rappel historique, c'est le SMCRS a été créé comme une agence lorsque la région métropolitaine de Port-au-Prince avait été créée. Donc c'était une agence créée pour desservir les communes de la région métropolitaine, et c'était quelque chose de spécial à la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, dans toutes les lois depuis le temps de la colonie, depuis que Haïti est Haïti, s'il y a un service qui relève de la mairie, c'est, et je vais lire l'article 97 du décret de 2006, numéro 9, enlèvement des déchets solides. Donc même si on disait que SMCRS c'est pour Port-au-Prince, toutes les autres communes d'Haïti, la tâche d'enlever les déchets solides relève à la mairie. Donc il faut qu'on soit clair sur ces questions de qui fait quoi, quand, etc.
Ça, mis à part. Lorsqu'on parle de ramassage de déchets ici, depuis les 30 dernières années, parce que ce n'était pas comme ça avant, on se focalise seulement sur les équipements. Il nous faut des bennes, il nous faut des camions pour les déchets. Or, lorsqu'on réfléchit à déchets, il faut voir tout le cycle des déchets. Et le cycle des déchets commence par est-ce que je vais créer des déchets chez moi? C'est la première chose sur les déchets, c'est la responsabilité citoyenne. Il y a des gens qui savent, il y a dans certains supermarchés qui me connaissent bien parce que je ne prends pas de plastique. Je dis, je ne prends pas de sachet plastique. J'exerce une responsabilité citoyenne de ne pas créer plus de déchets quand j'ai l'opportunité. Donc ça, c'est la chaîne. La deuxième chaîne, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette tout ou est-ce qu'on peut réutiliser quelque chose? Moi, il y a 40 ans, ma grand-mère, elle collectait tous ses bocals parce qu'elle savait, chaque 2 semaines, quelqu'un passait les acheter d'elle dans le quartier. Donc, il y a tout le côté réutilisation. Maintenant qu'il y a des choses qu'il faut absolument jeter, où est-ce qu'on les jette? Comment on les jette? Tout ça, il faut réfléchir aussi à cette partie de la question. Pour le moment, dans la région métropolitaine, on n'a pas le site de décharge, c'est quoi? Tweetier. Vous imaginez quelqu'un, on n'a pas la taille qu'il faut, et puis le temps de transport qu'il faut pour amener quelque chose de Pétionville à Tweetier, on ne pourra pas. Donc pour moi, les déchets, il faut vraiment réfléchir à l'ensemble de la filière déchets, savoir comment intervenir pour trouver des réponses appropriées pour que le sachet plastique que vous prenez lorsque vous allez au marché, on sait à quoi il sert. Moi, j'aurais aimé qu'il devienne un sac. Un sac à main. Donc, on est dans un pays où le recyclage et l'artisanat utilisent beaucoup le recyclage. Voilà. Mais est-ce qu'on considère justement pas en Haïti peut-être que les fatras peuvent être une richesse de récupération, de combustion? Et est-ce que c'est pas justement un seul centre, mais plein de petits centres? Enfin, comment vous réfléchissez là-dessus? Pour nous, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de projets à petite échelle de valoriser les déchets. Ce sont des projets qui dépendent un peu du marché international. Donc, on a ça marchait lorsque les Chinois achetaient le plastique. Maintenant qu'ils ont cessé d'acheter, donc on voit que cette tendance est en train de baisser ici. Mais ce qu'on veut faire dans Urba Haïti, par exemple, à l'échelle de Port-au-Prince, à l'échelle de Cayes-Jérémie, c'est de commencer de tester des éléments de cette filière, essayer de faire la filière marché dans son ensemble pour au moins une des villes. Et Urba Haïti, c'est pas du blabla, c'est pas de la politique, c'est pas encore un autre rapport. Urba Haïti, c'est réfléchir ensemble à des stratégies, à des solutions, les tester, les mettre en œuvre pour que ça puisse passer à l'échelle. Justement, j'allais poser la question. Donc là, par axe, c'était du concret. On voit les corridors, les rectifications et tout. Maintenant, avec Urba Haïti, est-ce qu'on va seulement réfléchir et faire des propositions, ou bien est-ce qu'on va aussi voir des choses concrètes au centre-ville de Port-au-Prince? Si j'arrive à utiliser ma baguette, pas ma baguette magique, ma baguette technique. C'est pas ça. Ma baguette technique. Nous, on a fait un travail, quand je dis nous, tous les acteurs impliqués dans PARAC, on a fait un travail de réflexion. On a une zone cible et notre zone cible, elle se trouve entre la ravine Bréa et la ravine Bois-de-Chêne pour remonter les collines, peut-être jusqu'au niveau de Grand Ravine. Pour le moment, les limites ne sont pas clairement défini parce que le travail de réflexion sur Port-au-Prince doit être mené pour qu'on puisse dire c'est bien là l'aire d'intervention. Et nous, on va travailler sur tous les enjeux. On va travailler sur les enjeux de mobilité. Par exemple, on peut s'imaginer qu'on travaille sur Port-Léogane et qu'on en fait une vraie gare routière moderne pour la ville de Port-au-Prince, qu'on travaille sur l'amélioration des quartiers pour des gens à faible niveau dans tout l'alentour de Portail-Léogane, qu'on imagine qu'on commence à avoir de vraies stratégies de trouver les investissements nécessaires pour réinvestir au bord de mer, au centre commercial de Port-au-Prince. Donc, pour moi, Urba Haïti, nous, c'est un programme, une première phase en 4 ans. Nous, on espère que d'ici 2 ans, qu'on voit que les choses bougent. Donc 4 ans pour réflexion, et élaboration et mise en œuvre. Oui. Pour les 3 phases.
Pour les 3 phases, mais la stratégie de Urban Haïti, c'est pas d'aller de toute façon, l'urbanisme ne marche pas comme ça. C'est pas des phases très linéaires. C'est on fait ça, voici la stratégie, voici l'idée, on essaie de résoudre ce problème-là, on essaie de bouger, action concrète, est-ce que ça marche? Est-ce que nous sommes tous d'accord que ça marche? Et puis maintenant, on passe à l'échelle. Donc maintenant, on a testé avec 50 000 $, ben on est prêt à investir 500 000 $ lorsqu'on voit que ça marche. Donc pour moi, quand je dis d'ici 2 ans, d'ici 4 ans, c'est des balises que je mets pour dire, mais d'ici là, il faut vraiment que quelque chose bouge. Alors, pour faire bouger tout ça, on a compris qu'il y a le gouvernement, le SIAD, tous les ministères, des bailleurs qui sont prêts à vous aider. On voit que dans Parac, le citoyen, il a compté. On voit qu'il compte aussi négativement dans IFATRA. Donc, comment, justement, est-il intégré dans ce projet Urban Haïti? C'est ce qu'on voudrait voir en revenant un petit peu sur Parac et la participation citoyenne qui a été importante pour qu'on puisse en discuter après ce petit reportage qui est un extrait du documentaire de Parac. Décider tous ensemble est forcément plus long et plus difficile. Comment trouver un équilibre entre les contraintes techniques et les désirs des populations? Chaque projet ouvre une multitude de questions, comme pour la construction de ce stade par exemple. Quelle doit être la superficie de l'aire de jeu? Faut-il installer des gradins? Si oui, à quel endroit? À Cresroy, les résidents se sont organisés pour gérer un système d'assainissement collectif. Le fait que vous venez un projet qui pour tout, qui est en commun, donc vous êtes obligé d'entendre pour parler entre eux-mêmes, pour discuter sur l'avenir de ça. Donc c'est ça que fait et Mounio, à part que le travail ça qui fait, qui est bon pour la communauté, mais il rapproche Mounio. Il rapproche Mounio, il y a envie de plus serrer entre eux-mêmes. Et après, même participation, vous regardez le monde dans l'espace, petit coulier, qui a fait, car il a donné, il mettait à la disposition de la communauté pour faire force. L'appropriation des aménagements par les habitants est une condition essentielle de durabilité. Et leur investissement est aussi un gage de réussite. À Carrefour, les résidents ont opté pour la création d'une voie reliant 2 zones séparées du quartier à un axe routier majeur. Une restructuration qui va améliorer la mobilité, désenclaver le quartier et ouvrir un accès au commerce. Mais pour cela, certains habitants ont dû accepter de réduire la superficie de leur maison. Au bord de la route, M. Bernard tient un cinéma communautaire. Perdu dans là, c'est pas rien lié du tout. Parce que Kevin ban en route qui n'a pas de gain. Kevin mette en chaleur dans Tissos que moi-même personnellement je pas espéré. Je au moins 4 à 5 mètres comme ça, je dans là. Même pas regret que je débaille. Mais quand moi vient gagner plus de valeur tout. Même si quand a réduit qu'on y a, même gagne plus de valeur qu'on y a, parce qu'actuellement, moi j'étais dans la rue qui propre. Si la pluie a venu, il faut travailler paraître encore. C'était là quelques images tirées d'un documentaire produit sur le programme Parac. Donc c'était au niveau d'un quartier. Maintenant, il faut amener tout ça dans la ville. Est-ce que ce sera facile, monsieur l'ambassadeur? Non, ce sera certainement pas facile pour plusieurs raisons. D'abord, puisqu'il faut avoir le sens du dialogue. Il faut reprendre peut-être ce sens de la discussion, comme je disais tout à l'heure, entre les autorités publiques et le citoyen. Donc ça, c'est une première démarche volontaire, si je puis dire, de la part des autorités, d'aller vers les citoyens et d'inviter les citoyens au dialogue. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Ça prend du temps. Comme je disais tout à l'heure, c'est un processus assez lent, mais on l'a bien vu tout à l'heure dans les explications que monsieur disait, il était heureux lui-même d'avoir contribué à l'amélioration de la vie du quartier en ayant donné une partie de son habitation ou de son cinéma populaire, on croit qu'il y avait dans ce contexte-là. Donc ça, c'est franchement l'appropriation et le bien-être quelque part des citoyens dans le quartier. Je crois que c'est une donnée fondamentale. Ça sera aussi compliqué parce que quand je dis les autorités, c'est un grand nombre de partenaires. Si je prends Urban Haïti, je crois qu'on avait à peu près 17 partenaires au total qui sont impliqués dans l'ensemble du projet. Alors, heureusement, on a le SIAT et le secrétariat technique qui va coordonner l'ensemble des acteurs, essayer de les
mettre en symphonie. Chacun a son instrument de musique, il va faire effectivement que chacun joue sur le même tempo, dans l'espace, dans le temps, et qu'effectivement on arrive d'abord à définir ensemble ce qu'on veut faire, quelle est la partition qu'on veut écrire, et ensuite qu'on arrive effectivement à jouer comme un orchestre, effectivement l'ensemble de cette partition, de manière à ce que effectivement tout ça se mette harmonieusement en place et que cela puisse fonctionner. Je crois que c'est ça vraiment le grand défi qu'on a devant nous. Alors il y a eu un travail préparatoire très long, donc il y a un vrai engagement, je crois, de l'ensemble des partenaires au niveau technique. Donc j'espère qu'on aura aussi le soutien politique nécessaire dans ce contexte-là. Donc j'espère voir prochainement le Premier ministre pour justement qu'on signe la convention de financement, ce qui est la première étape de notre programme Urba IT. C'est lui le président du SIAT, le Premier ministre, donc aussi pour qu'il assume pleinement ce rôle de coordination avec les autres ministères pour faire en sorte que ce ne soit pas un énième programme, comme disait tout à l'heure, mais quelque chose effectivement qu'on va suivre pas à pas. On va faire les progrès nécessaires, définir cette politique de la ville, passer à la phase de planification, non seulement à Port-au-Prince, mais on l'a dit tout à l'heure à Jérémy et au CAI. On a même ajouté, je crois, d'Anne-Marie et Beaumont également dans la liste des zones affectées par l'ouragan Matthew. Donc on a fait un effort un peu particulier effectivement dans cette partie du territoire par élan de solidarité de ce côté-là. Et ensuite, qu'on passe, et il y a plus de 50% des financements qui sont prévus à cet effet, à la phase d'infrastructure, de concrétisation exacte de qu'est-ce qu'on va faire, où, comment, quelles sont les routes, quels sont les systèmes d'adduction d'eau, etc., qu'on va mettre en place et faciliter dans le système. Alors 55 millions effectivement d'euros, c'est beaucoup d'argent, surtout quand on convertit, mais c'est peu par rapport aux défis, je veux dire, auxquels on est confronté. Donc, il ne faut pas non plus avoir d'illusions, je veux dire, par rapport à ça. Mais l'idée, c'est de mettre en place un processus, un chemin qu'on va pouvoir suivre, et aussi de générer peut-être des partenariats publics-privés, parce que quand les privés qui sont détenteurs des terrains, des bâtiments, etc., vont voir effectivement qu'il y a une vraie politique qui se met en place, il y a des développements, ils vont vouloir valoriser leur patrimoine. Ils vont revenir, et revenir, c'est un peu ça, je crois, le pari qu'on essaye de mettre en place avec ce programme. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un grand défi, donc il y aura besoin de toute l'énergie de Rosemay et de tous ses collaborateurs, mais aussi du soutien politique clair et net là-dessus, pour qu'on puisse avancer dans cette direction. Maintenant, pour éviter toute confusion, Rosemay Guignard, on ne parle pas de direction de bâtiment, hein. On parle d'aménager l'espace afin que les entrepreneurs qui étaient au centre-ville puissent revenir et reconstruire leur bâtiment, pour éviter toute confusion. Oui, on ne va pas rebâtir. Ce n'est pas le rôle de l'État de rebâtir. C'est ça. Il faut donner l'infrastructure, quoi. Il faut s'assurer que les routes sont là, que le drainage marche, que l'eau potable est là et on peut se brancher à l'eau potable pour que les gens puissent prendre les décisions de rebâtir. Mais la chose aussi qui est importante, c'est de mener cette réflexion ensemble pour savoir ce centre-ville, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est quel but. Et parce que tous ces éléments de vision-là, on doit pouvoir les articuler. Il faut qu'on articule une formule qui marche. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour 25 ans, pour 50 ans. Il faut trouver la formule qui marche. Et ça, on ne peut le faire qu'ensemble. L'autre avantage d'une approche vraiment participative, c'est que ça te permet de mieux faire les arbitrages, parce qu'on va devoir faire les arbitrages. Lorsque les gens ont été partie prenante de la prise de décision, l'arbitrage devient plus facile. On a moins de gens fâchés, vexés, parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils auraient aimé recevoir. Très bien. Là, on avance vers la fin, hein. On avance très vite. Oui, mais c'est intéressant de voir que c'est la success story finalement de Parac, un peu cette approche participative. J'imagine aussi qu'il donne le ton un peu de la coopération en général. Il faut mettre tout le monde ensemble, ce qui est difficile en Haïti souvent. Et donc finalement, le bien personnel et le bien collectif vont enfin se rejoindre. Donc oui, effectivement, on arrive à la fin de cette émission, mais on attend beaucoup de la suite d'Urba IT. Donc c'est un programme qui va s'établir sur les 4 prochaines années. Quand on va lancer officiellement avant la fin du mois. Moi, je dirais qu'avant la fin du mois, mon objectif, c'est de signer cette convention de financement avec le Premier ministre et les ministres concernés pour donner le go du départ, si je puis dire, officiel du programme, d'expliquer aussi, parce qu'il faut en profiter d'ailleurs pour passer les messages et expliquer qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi est-ce qu'on le fait et de quelle façon on va le gérer.
Sachant qu'effectivement, il y a une première tranche là, de 55 millions d'euros qui sera investie là-dessus, et qu'on imagine une deuxième tranche éventuellement d'ici 2 ans. Et on a budgété, si je puis dire, les moyens financiers à cet effet, mais ça dépendra évidemment de l'avancement du programme. Est-ce qu'on aura effectivement réussi tous ces défis qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce qu'on a réussi à faire fonctionner et à jouer une bonne musique tous ensemble par rapport à ce programme? Donc on peut espérer, Stéphanie, dans les 12, 24 prochains mois, voir le problème bois de chêne résolu. Oula! Ah non, parce que là, mais le problème bois de chêne a pris 30 ans pour se créer. On ne va pas le résoudre en 3 mois. Mais vous allez quand même vous pencher mais dessus. C'est pas qu'une question de pencher dessus. On va commencer à apporter des solutions, mais on ne va pas résoudre le problème bois de chêne en 3 mois. J'avais dit 24 mois, pas 3, 24. Il faut aller en amont. Et, et merci pour le problème bois de chêne. Ça commence dans le bassin versant, au haut du bassin versant. C'est complexe, c'est pas seulement les fatras. Aussi avec l'importation des produits en forme, aussi. Il y a ça aussi, mais il y a les questions de drainage qui ne sont pas négligeables. On est en train de bâtir sur les flancs de toutes nos collines. Sur le bassin versant de la ravine bois de chêne est complètement transformé en 30 ans. Une dernière petite question. Pourquoi le SIAD n'empêche pas tout ça? C'est pas le rôle du SIAD d'empêcher ça. C'est le rôle de qui? C'est le rôle de la mairie. La mairie. Ah, d'accord. Tout ce qui donc, est... Le SIAD recommande à la mairie d'empêcher ça. Le SIAD est dans la cohérence des actions. Donc le SIAD identifie l'acteur et maintenant trouve les moyens pour que l'acteur puisse mener les actions. Et nous, on est dans une situation où au niveau de la mairie, on parle de 30 ans, depuis 1986, donc plus de 30 ans, de manque d'investissement dans la mairie. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de ressources humaines, c'est des pratiques administratives. À chaque maire, c'est toute une autre équipe qui monte. Donc on n'apprend jamais, on a perdu les dossiers. Donc il n'y a pas de continuité. Donc il faut réétablir le système. Et nous, dans Urban Haïti, c'est pourquoi on veut travailler avec les mairies. Les mairies sont au centre et donner aux mairies les moyens de vraiment pouvoir apporter des réponses. Très bien. Ambitieux projet. Et, tout à fait. Et on attend. La semaine de l'Europe, Stéphanie. Oui, on a terminé cette émission, on la termine avec le programme de la semaine de l'Europe, parce que c'est du 30 avril au 17 mai et qu'il y aura un tas d'activités, cinéma, expo, débats, concerts, tables rondes, conférences, etc. Pas seulement à Port-au-Prince, mais également au CAI, au Gonaïves, au Cap-Haïtien et aussi à Jacmel. Et aussi à Jacmel. Voilà. Donc on vous invite à regarder les programmes et à participer à ce festival de la semaine de l'Europe. Il nous reste qu'à vous remercier tous les deux, Monsieur l'ambassadeur et Rosemée Guignard, d'avoir participé à cette émission qui, bien sûr, ne fait pas le tour de toute la question, mais qui la pose. Tout à fait. Tout à fait. C'est lancé pour un débat. Voilà. À très bientôt. Merci Luc Ner. Merci Stéphanie. Émission qui sera diffusée sur Métropole, mais que vous pouvez aussi regarder sur les pages YouTube de l'Union européenne, les pages Facebook de... Stéphanie, vous avez une page Facebook? Mais bien sûr qu'on a. Ah, mais voilà, sur la page de Stéphanie, sur ma page Facebook. Non, c'est welcome. Ah, welcome. D'accord. En tout cas, c'est sur YouTube que vous pouvez le retrouver et sur la page de la DE Haïti. Et donc, comme ça, c'est à la demande. On est très, très ouvert. Ouvert. À bientôt. À très bientôt. Tous.